Bienvenue au 7e laboratoire. Aujourd'hui, on va voir trois choses. En premier, l'algorithme d'Ishka. Après ça, Euster. Puis on va finir avec l'élagage alpha-beta pour l'algorithme min-max. Donc, on va commencer. L'algorithme d'Ishka. Comme on avait vu au dernier laboratoire, on avait vu le parcours dans les graphes. On avait vu BFS, DFS. Si vous vous souvenez pas, c'est pas grave pour Disca, mais je vous suggère quand même d'aller revoir le laboratoire puisque c'est quelque chose qui est assez important pour les graphes. Dans le fond, Disca, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va prendre en compte que les chemins entre les deux n'ont pas le même poids. Donc, comme qu'on voit ici, se rendre du nœud S au nœud A a un coût de 1, se rendre du nœud S au nœud D a un coût de 4, et jusqu'à G a un coût de 6. Donc, les liens qu'il y a entre les nœuds n'est pas le même. Pourquoi est-ce que c'est un scénario plus réaliste? Si on prend par exemple un jeu vidéo, puis on essaye de faire un petit AI qui va dans le fond, qui va bouger dans notre carte, dans la map qu'on a faite. Ben, par exemple, dans ce cas-ci, on pourrait dire que quand le chemin est égal à 1, c'est qu'il marche sur une route. Donc, il veut se rendre à une ville, la ville A, mais il marche sur une route, un pavé, donc c'est très facile. Par contre, le chemin 4, peut-être qu'il faut qu'il traverse une rivière pour se rendre à la ville D. Puis G, peut-être que là, il faut qu'il traverse une montagne. Donc, c'est de plus en plus difficile, donc le coût augmente. Puis, on peut voir un graphe comme étant justement peut-être la carte, puis avec un personnage qui essaie de bouger. Ou ça pourrait être, il pourrait avoir autre chose, ça pourrait être aussi plus focusé sur le data, donc plus du data science, où on veut trouver des relations entre des nodes qui seraient peut-être des données quelconques cueillies. Ben, peut-être que pour trouver les relations, il y a un certain pointage associé aux ressemblances entre deux data. Donc, peut-être que c'est les points comme ça, puis on essaie après ça de retrouver là-dedans, de créer des chemins quelconques pour retrouver quelle donnée est associée à quoi. Donc, c'est une petite idée comme ça de à quoi ça sert exactement Discovery par rapport à juste utiliser BFS très simplement. Mais vous allez voir, l'algorithme ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à BFS. Donc, l'idée, c'est le même. C'est juste qu'à place de retirer dans la queue le premier élément qu'on a ajouté, on va retirer l'élément qui a le plus petit coût. Donc, on va y aller, on va faire l'algorithme du scrub, mais en montrant le contenu de Q, puis on va trouver le chemin entre S et tous les autres nœuds. Puis on va finir par montrer le chemin le plus court entre S et T. Donc, si on commence, on a une fonction et on prend un paramètre G, qui est une fonction qui prend un paramètre G majuscule, qui est le graphe. Puis, c'est pas mal ça. Donc, ce qu'on fait en premier, on va looper sur toutes les nodes qu'on va appeler N de G. Puis, on va mettre le node.py, qui est dans le fond le nœud précédent, égal à nul. Puis, on va mettre le node.d pour le coût que ça se prend, dans le fond, la distance qu'on a à parcourir pour accéder à ce nœud-là. On va le mettre à 0. Est-ce qu'on le met à 0? Non, on le met à l'infini. On dit c'est super long y aller. Fait que si on trouve un chemin qui est plus court, ben on veut prendre ce chemin-là. Une fois qu'on a fait ça, là, on va instancier G.S, qui est dans le fond le nœud S précisément. On va dire que ça, c'est point pi. C'est égal à, dans le fond, c'est égal à nul aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On set notre nœud de départ.
G.S.D, lui, va être égal à 0. Puisque c'est notre nœud de départ, il n'y a aucun coût associé au fait qu'on se rende là, on y est déjà. Maintenant, Q, on va ajouter notre nœud de départ, Q.S. Puis, là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire l'algorithme sans l'écrire, juste en montrant la valeur de la Q. Donc, la Q va avoir trois valeurs. En premier, le nœud en tant que tel. Ensuite, dans le fond, sa valeur, sa lettre. Ensuite, il va avoir, puis le dernier nom, le dernier nœud, le nœud précédent, dans le fond. Puis D, qui est le coût associé pour se rendre à ce nœud. Donc, au début, on a ajouté S, qui a une valeur S, qui a le dernier nœud, c'est nul, et la distance pour s'y rendre, c'est 0. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, il va y avoir un quatrième champ qui va être dans le fond l'ordre dans lequel on va avoir retiré les nœuds de la Q. Donc, lui, ici, c'est notre premier nœud qu'on retire. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder tous ces enfants. Donc, il y a A, D et G. A, il n'est pas dans la Q, on va l'ajouter. A, le dernier nœud, c'est S. Puis, le coût pour s'y rendre, c'est 1. Le coût ici. Ensuite, on a D. Le dernier nœud, c'est S. Puis, le coût pour se rendre, c'est 4. La valeur ici. Ensuite, on a G. Le dernier nœud, c'est S. Puis 6, c'est le coût pour s'y rendre. Maintenant, ce qu'on fait, on a exploré tous les enfants de S. Donc, on a fini avec lui. Là, on va retourner en Q. Puis, parmi tous ceux qui n'ont pas été retirés encore, on va prendre celui avec le plus petit coût pour se rendre. Donc, dans notre cas, c'est le A. Puisque les autres ont un coût plus gros, 4 et 6. Puis, ça nous permet quoi de retirer le nombre avec le plus petit coût? C'est que ça nous assure que c'est le plus petit chemin pour se rendre à ce nœud-là. Parce que, imaginons que de A à D, par exemple, il y avait une flèche comme ça, avec un coût de 1. Bien, ça veut dire que passer pour aller à D, ça aurait été ça aurait été mieux de faire A, D, à place d'aller à D directement. Donc, en s'assurant de retirer celui avec le plus petit coût, on s'assure que ça va toujours être le chemin le plus court pour s'y rendre. Donc, on y va avec A. S, c'est fini. A, on peut se rendre à B et à E. Les deux, c'est des nœuds qui n'ont pas été ajoutés dans notre queue, donc on va les ajouter. Pour se rendre à B, il y a un coût de 2 plus le coût pour se rendre à A, qui est 1, donc 3. Puis, le nœud précédent, c'est A. Puis, on a E. Le nœud précédent, c'est A. Puis, le coût pour se rendre, c'est 3 aussi. Et c'est tout. On a fini avec A. Là, maintenant, on va prendre celui qui est avec le plus petit coût, qui est, on a B et E, qui ont un coût de 3 chaque. Il n'y a pas d'ordre précise pour lequel qu'on devrait enlever en premier, puisqu'on a le même coût. Moi, je vais y aller en ordre alphabétique, je vais prendre le B en premier. Donc, lui, c'est le troisième qu'on enlève. De B, on peut se rendre uniquement à C. C n'est pas dans notre Q, donc on l'ajoute. Le nœud précédent, c'est B. Puis le coût, c'est 2, plus le coût pour se rendre à B, qui est 3, donc 5. Maintenant, on va retirer E, puisque c'est l'autre plus petit coût. E, on peut se rendre à C. Le C est déjà dans notre Q. Mais est-ce que le chemin serait meilleur si on part de E pour aller à C? Le coût pour se rendre à E, c'est 3. Puis le coût pour se rendre de E à C, c'est 1, ce qui donne un coût de 4. Fait que c'est mieux de passer ce chemin-là que de passer par B pour se rendre à C. Donc, on va changer ça dans notre Q. On va barrer le B. On va dire passe par E à la place. Puis le coût va être meilleur, il va être rendu 4. Puis, voilà. Maintenant, de E, on peut aussi aller à F et à I. Donc, F, un coût de 3 plus 3, ce qui donne 6. Puis I, avec un coût de, même chose, 3 plus 3, ça donne 6. Et voilà. Maintenant, le plus petit coût pour aller à un de nos nœuds, c'est le nœud D.
qui a un coût de 4. Donc, on va retirer celui-là. De D, on peut aller à A et à E. E a déjà été retiré de notre liste. Donc, il est barré, en fait. Donc, puis A aussi. Donc, de D, on ne peut pas aller à nulle part d'autre de nouveau. Donc, on n'a rien à faire. Ensuite, on va aller à notre prochain nœud. On va aller à G. Donc, G. On le retire. Pourquoi? Parce qu'il y a 6... non, pardon. Pas du tout. On ne va pas là. On va aller ici. À C, parce qu'il y a un coût de 4. Excusez pas ça. Mais ouais, on va aller à C. C a un coût de 4. Maintenant, de C, on peut se rendre où? On peut se rendre à T. Il y a un coût de 4 pour s'y rendre. Donc, ce qu'on fait, on va ajouter 4 plus 4, ça donne 8. Donc, on peut se rendre à T en passant par C. Et il y a un coût de 8. On ne peut plus rien faire d'autre avec C, donc on a fini. Pardon. Bon, maintenant, là, on est rendu à G. Donc, on va retirer G. De G, on peut se rendre à D, mais il a déjà été retiré de la Q, donc on ne fait rien. On peut se rendre à E, retirer de la Q, on ne fait rien. On peut se rendre à H. H a un coût de 6, plus le coût pour se rendre à G, qui est 6 aussi, de 12. Donc, H vient de C, et il y a un coût de 12 pour y aller. Voilà. Donc, on a fini pour ça avec G. B aussi, on l'a retiré. Là, on serait rendu à F. F a un coût de 6, donc on le retire. De F, on peut se rendre à C, mais on l'a déjà barré, on a déjà enlevé de la Q, on ne peut plus rien faire. On peut se rendre à T aussi. Donc, pour se rendre à T, ça me donne un coût de 3 plus 6, ça donne 9, ce qui est pire que ce qu'on a présentement, donc on n'y touche pas. Puis, c'est tout. Donc, on a fini avec F. On va retirer le prochain plus petit nœud qui est I. Donc, de I, on peut se rendre à F déjà barré, ça ne sert à rien. On peut se rendre à T. Avec un coût de 6 plus 4, ça donne 10. C'est pire que le 8 qui est ici, donc on n'y touche pas. On a fini avec I. Maintenant, on va aller à T. T n'a aucun enfant, donc on le retire, mais on ne fait rien avec. On a déjà fini. Puis finalement, il y a H qui a un coût de 12, mais vu qu'on a passé sur tous les autres nœuds, ben on a fini avec lui. Ça nous donne ça ici. Donc là, je vais juste regarder, m'assurer que tout est correct. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Là, maintenant, on a vu comment faire l'algorithme manuellement comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, tant qu'il y a des éléments dans la queue, donc ici, c'est la longueur de Q qui est plus grand que 0, on va retirer Q. Donc, le nœud courant va être égal à Q.pop. Mais là, la Q, il ne faut pas oublier, c'est une queue spéciale. Ce n'est pas une simple queue, c'est une priority queue. Ça veut dire que la queue ne va pas garder ces éléments selon le dernier qui a été rajouté, mais va la garder selon la priorité qu'il y a dedans. Puis nous, notre priorité, c'est basé sur la valeur de D ici. C'est la distance pour se rendre à ce nœud-là. Donc, on retire celui qui est le plus petit. Ensuite, on va boucler sur tous les enfants, donc tous les children C dans NC. Puis, si le nœud, dans le fond, if node, je vais dire if C.D, donc la distance pour se rendre à ce nœud-là est plus grand que NC, point la distance pour se rendre au nœud courant, plus, dans le fond, ouais, dans notre entrée, ce qui nous manquerait, ça serait d'avoir les, si on veut, je vais mettre V pour les liaisons entre les nœuds, plus V.NC, je vais dire le coût pour se rendre de NC à C. Donc, le coût, par exemple, on est à S, donc NC, c'est S. Pour se rendre à C, pour se rendre à G, qui est un de ses enfants, V de NCC va donner 6.
Donc, si ça, c'est ici, c'est plus petit que le coût pour se rendre au nœud, ben, on va changer les valeurs du nœud. Donc, on va faire C.D est égal à NC.D plus V de NC. Donc, on va mettre la nouvelle valeur, la nouvelle distance. Puis, on va dire que le nœud précédent, le meilleur nœud précédent pour se rendre à ce nœud-là, c'est égal à le nœud qu'on a présentement. Ensuite, on va dire if C not in queue, si C n'est pas dans la queue, dans le fond, on va l'ajouter. Puis, c'est pas mal ça pour l'algorithme. Donc, voilà pour l'algorithme d'Iskra. Donc, maintenant, on va passer à A*. A*, c'est très simple. Ça ressemble beaucoup à Discra, mais à place de compter uniquement le coût pour se rendre au nœud, on va aussi avoir une estimation du coût pour se rendre à un autre nœud. Donc, Discra, il est bon parce qu'il nous permet de trouver de un nœud le meilleur chemin vers tous les autres nœuds. A*, lui, il focus sur trouver le chemin entre un nœud et un seul autre nœud. Donc, par exemple, si on part à S, on dit, pour se rendre à T, qui est notre nœud final, on a une heuristique qui nous dit qu'à partir de là, ça nous coûterait 5 points se rendre à T. Mais c'est un heuristique, dans le fond, ça nous permet, c'est sans avoir la réponse parfaite, de nous donner un estimé de c'est quoi le coût. Donc là, on voit qu'à partir de B, il y a un coût estimé de 2, à partir de C, il y a un coût estimé de 5, puis à partir de D, il y a un coût estimé de 8. On voit que ces valeurs-là sont toutes plus grandes que S, que l'heuristique de S. Fait que là, vous pouvez vous dire, ben là, ça ne fait pas de sens. Je veux dire, à S, on était plus loin, puis le coût, il est moins haut ou égal à quand on est avancé d'un nœud. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une heuristique. Peut-être que c'est basé dans un jeu, par exemple. Disons que la map, il y a de l'eau à certains endroits, des montagnes à l'autre. Puis ici, c'est un chemin de terre. Puis, tu sais, des choses comme ça. Tu sais que l'heuristique va juste regarder le graphe, dans le fond, c'est quoi son type de sol. Et dépendamment de son type, il va dire ça risque de prendre tant de temps à se rendre au point d'arrivée. Donc, c'est très... Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, l'heuristique. Peut-être que c'est applicable dans dans le jeu, vous allez avoir l'algorithme, le AI que vous allez avoir à coder pour votre jeu. Peut-être pas. C'est à vous de voir, peut-être, pour votre heuristique, qu'est-ce qui serait bon. Donc, on va y aller. On va le faire manuellement. Puis, l'algorithme, vous allez voir, dans le fond, ça ressemble vraiment à Discra. Il y a juste une petite chose à rajouter qui est la valeur de l'heuristique. Donc, si on y va, on va prendre la queue. On va avoir les mêmes choses. La valeur du nœud. On va avoir le nœud précédent. Pas S, pardon. On va avoir le coût pour se rendre à ce nœud-là, donc la distance. Puis, ici, on va avoir l'autre qu'on va les retirer. Donc là, n'oubliez pas, A*, c'est pour se rendre à un seul autre nœud. Le but, c'est juste de se rendre à ce nœud-là. Donc, dans notre cas, on va déjà avoir c'est quoi le nœud de départ et c'est quoi le nœud d'arrivée. Et le moment qu'on retire le nœud d'arrivée de la queue, on arrête l'algorithme. On a trouvé le meilleur chemin pour se rendre à ce nœud-là, puis on retourne. On ne trouve pas les meilleurs chemins vers tous les autres nœuds. Sinon, l'heuristique ne ferait pas de sens. L'heuristique pourrait être égal à 0 partout parce qu'on veut se rendre partout. Mais là, ce n'est pas ça notre objectif. C'est vraiment de se rendre à un seul nœud. Donc, on commence avec S, aucun autre nœud avant, puis une distance de 0. Pas 0, pardon. Distance de 5. Pourquoi 5? Parce que la distance, ça va être égal au coût, dans le fond, entre le nœud courant et l'enfant, plus la valeur de H de l'enfant. Dans le cas, pour se rendre à S, ça ici, c'est égal à 0 parce qu'il n'y a rien qui sera à S. Mais ça ici, c'est égal à 5.
Donc, on a ça comme ça. Donc là, lui, ici, c'est le premier qu'on retire. Et puis, il y a 3 enfants. Donc, il y a B, avec le nœud précédent qui est S, bien évidemment. Puis, le coût, la distance, va être égal à 5, donc le coût du chemin, plus le coût de l'heuristique, ce qui donne 7. Ensuite, on a C, qui est égal, dans le fond, le nœud précédent S, puis la distance va être 3, plus, ici, l'heuristique qui donne 8. Puis, on a D, avec la valeur 2, plus 8 pour l'heuristique, ce qui donne 10. Donc là, on va prendre celui avec le plus petit coût parmi dans la queue, qui est B. Donc, on va retirer celui-là. De B, on peut se rendre à G et à T. Donc là, on va ajouter G. G, c'est quoi le coût? C'est le véritable coût pour se rendre à B, donc 5, plus le coût pour passer de B à G, 1, plus l'heuristique à partir de G, 1, ce qui donne 6, 7. Puis on part de B pour ça. Puis on a T. De T, on a la valeur 5, donc le véritable coût pour se rendre à B, plus 3, qui est le coût pour se rendre de B à T, plus l'heuristique à T, qui est 0, ce qui donne 8. Là, allez pas trop vite. Oui, on a trouvé le T, le nœud d'arrivée, mais on ne l'a pas retiré de la queue. Fait qu'on ne sait pas si c'est le meilleur chemin, d'après notre heuristique, pour se rendre à T. Donc, il faut continuer à l'algorithme. On est rendu à G. G, on le retire. À partir de G, on peut se rendre à T uniquement, avec un coût de 1. Donc, on va calculer c'est quoi le coût. On a le véritable coût pour se rendre à B, qui est 5, plus 1, plus 1. Donc là, on est rendu à 7, plus l'heuristique de T, qui est 0. Donc là, on a un meilleur chemin pour se rendre à T. C'est en passant par G. Ensuite, on va retirer le plus petit nœud de notre queue. Ça donne que c'est T, c'est exactement le nœud qu'on cherche, donc on arrête l'algorithme, on retourne T. Le T va contenir pi, qui est G. Donc là, on prend T, on dit c'est quoi son nœud précédent? G. Donc on met G, on va aller voir G. G, c'est quoi son nœud précédent? C'est B. Donc on va aller voir B. B, c'est quoi son nœud précédent? C'est S. S, c'est quoi son nœud précédent? C'est nul. On a terminé. Donc ça, si on le reverse, ça donne le chemin le plus court pour se rendre de S à T. Là, par contre, est-ce que c'est véritablement le chemin le plus court? Dans notre cas, la réponse, c'est oui. C'est le chemin le plus court. Mais qu'est-ce qui aurait arrivé si on avait eu un heuristique bizarre, puis qu'ici, il aurait mis 10? On ne l'aurait jamais trouvé, probablement. Probablement qu'on aurait pris un autre chemin. Donc, A* ne trouve pas à tous les coups le meilleur chemin. Ça dépend de l'heuristique. Si l'heuristique donne toujours un trop gros nombre ou un trop petit nombre, donc une mauvaise estimation, ça pourrait ne pas toujours trouver les meilleurs chemins. Mais ça va toujours trouver le meilleur chemin basé sur notre heuristique. Ça là, c'est des avantages, des avantages. Ça nous permet de trouver un chemin plus rapidement, peut-être, que de trouver toutes les possibilités comme Dijkstra. Mais ça fait qu'on a on n'a peut-être pas trouvé à tous les coups le meilleur chemin. Donc, voilà pour A*. Là, ce qu'on va faire, alpha, bêta pour minimax. Donc, peut-être un mini recap de c'est quoi minimax. Le but de minimax, c'est de trouver toutes les possibilités. Puis, quand on arrive à une leaf, dans le fond, à souvent une game de perdu ou de gagné, on retourne un pointage. Donc, plus on gagne tôt, meilleur est le pointage. Plus on perd tôt, plus bas est le pointage. Puis, on veut souvent maximiser nos coûts. Dans le fond, on fait, c'est quoi le meilleur coup que je peux faire?
c'est quoi le meilleur coup que l'ennemi peut faire, c'est quoi le meilleur coup que je peux faire, etc. Donc, ça marche pour les jeux à tour de rôle. Mais ce que min-max permet de faire, c'est de réduire la quantité de branches qu'on va regarder dans Minimax. Donc, alpha-beta va rajouter, si ici on a un layer max, ça veut dire qu'ici on a un min, ici on a un max, ici on a un min. Là, pour le dernier niveau, on a déjà les valeurs. Dans le fond, normalement, il y aurait peut-être plus d'autres branches, mais nous, on a arrêté cela. Donc, il y a 2 secondes, je disais minimax. Dans le fond, le but, c'est de maximiser ton score, maximiser le score de l'ennemi. Maximiser le score de l'ennemi revient à minimiser ton score à toi. Plus l'ennemi fait un meilleur coup, moins c'est bon pour toi. Donc, c'est pour ça qu'on a des max-min, max-min. Alpha-beta, on va rajouter un alpha sur les niveaux max, un bêta sur les niveaux min, et un alpha sur les niveaux max. Là, normalement, on le ferait pour les autres en bas, mais ils ont déjà été trouvés. Donc, on n'a pas besoin de le faire. Là, l'objectif, c'est de... Dans le fond, c'est très logique. On va commencer, puis je vais vous le dire quand on va être rendu, c'est quoi qu'il faut faire. Donc, à partir du max en haut, pour trouver sa valeur, il faut aller voir, il faut prendre le maximum parmi tous les minimums qu'on a à ce niveau-là. Donc, vu qu'on n'en a pas, ça veut dire qu'il faut les calculer. Donc, si on va au premier, pour trouver le minimum, qu'est-ce qu'on fait? On prend le minimum des maximums d'avant. Là, il n'y a pas de valeur, il faut les calculer encore, donc on va descendre de niveau. Ici, on prend le maximum parmi tous les minimums qu'on a calculés ici. Puisqu'on veut, on s'est dit, ici, dans le fond, c'était le coût de l'ennemi, puis il a choisi des scores avec différents pointages d'après ton heuristique. Donc là, nous autres, maintenant que l'ennemi a joué son tour, ben là, nous autres, on veut maximiser notre tour. Donc, on veut venir prendre le meilleur coup parmi ceux qu'on a de disponibles. Donc, au début, on a 5. Après ça, on voit qu'on a un autre coup avec 7. Ah, donc on va effacer 5, puis on va prendre ce coup-là à place. Puis ensuite, on a 3. 3, il est plus petit, donc on n'y touche pas. Donc, notre meilleur coup qu'on peut faire, c'est 7. Donc là, on va remonter. On va mettre le 7 ici. Là, maintenant, c'est là que le alpha-beta rentre en jeu. Dans le fond, ça commence quand, par exemple, quand on va être ici, la valeur, le bêta, qui est le 7, a une certaine valeur en haut. Donc là, si on y va par logique, disons qu'en premier, ici, on cherche le maximum. Donc, je mets 9 en premier. On a juste exploré cette branche-là. On n'a pas exploré les autres encore. On sait qu'à ce niveau-là, on veut toujours prendre le meilleur nœud possible. Donc, ici, je vais prendre une autre couleur. Ici, on ne va pas prendre un nombre qui va être plus petit que 9. On a déjà 9 et on cherche à maximiser notre score. Donc, on va toujours prendre un nombre qui est plus grand ou égal à 9. Soit qu'on va le laisser le même, soit qu'on va peut-être trouver un nombre qui est plus grand. Mais, à ce niveau-là, on a dit qu'on veut prendre un minimum. Fait qu'on veut prendre le plus petit nombre possible. Mais on a déjà 7. Fait que c'est sûr qu'on ne va jamais prendre un nombre plus grand que 7. On cherche le minimum. Donc, on va toujours prendre un nombre qui est plus petit ou égal à, pas 9, 7. Donc là, je ne sais pas s'il y en a déjà qui le voient. Ici, on dit, hey, je ne vais jamais prendre un nombre plus grand que 9. Donc, le plus petit nombre que je vais prendre, c'est 9. Puis ici, on dit, hey, je ne vais jamais prendre un nombre plus petit, plus grand que 7. Donc, le maximum que je vais prendre, c'est 7. Donc, forcément, ici, qui ne va jamais être plus petit que 9, ne va jamais monter là. Parce que ici, on ne va jamais prendre un nombre qui est plus grand que 7.
Donc, c'est là que le alpha-bêta rentre en jeu. Puis la règle, c'est quoi? C'est si alpha est plus grand ou égal à bêta du niveau supérieur, on arrête. Donc là, ici, 9 est plus grand ou égal à 7, donc on arrête. On ne va pas explorer ces branches-là. On remonte. Ensuite, on s'en va là. Là, ici, on a 5. Donc, on a exploré cette branche-là. 5, est-ce qu'il est plus grand ou égal à 7? Comme le alpha-bêta ici. Non. Donc, peut-être que si, disons, ici, on avait 2 et 4, peut-être que ces nombres-là auraient été pris pour monter dans le niveau des mines. Donc, il y a peut-être une chance de trouver quelque chose de plus petit. Donc, on va continuer notre exploration. Là, ici, on a 10. Est-ce que c'est plus grand que 5? Oui. Et on cherche à maximiser, donc on va mettre 10 plutôt. Donc, on a exploré cette branche-là. Là, par contre, ici, on ne va jamais prendre un nombre qui est plus petit que 10, parce qu'on a déjà trouvé un 10, puis on cherche à maximiser notre score. Puis en haut, on ne va jamais prendre un nombre qui est plus grand que 7, parce qu'on cherche à minimiser la valeur, puis on a déjà 7. Donc, ça ne sert à rien de continuer sur cette branche-là. Cette valeur-là ne va jamais monter, parce que le alpha était rendu plus grand ou égal au bêta supérieur. Donc, on arrête là. On a 7. On va monter le 7 ici. Maintenant, on va aller voir c'est quoi les autres valeurs qu'on a. Donc ici, on cherche à maximiser. Donc, on a 4. Le hop, on trouve meilleur, on a 10. Puis, ici, on n'a rien. On a un nombre qui est plus petit. Donc, on s'en fout. Donc, on a exploré les 3 branches. Puis, le 10, on va venir le monter. Là, maintenant, on a une valeur dans le alpha aussi au-dessus. On dit, hey, ici, on cherche à maximiser. Ici, on cherche à maximiser. Minimiser, pardon. Minimiser. Ici, on cherche à maximiser. Donc, c'est la même chose. Si bêta est plus petit ou égal à alpha du niveau supérieur, on arrête. Mais sinon, on continue. Dans notre cas, 10 est plus grand que 7. Fait que peut-être que si on ne trouve pas de nombre plus petit, ici, ben ça veut dire que le 10 va venir prendre la place du 7. Donc, il y a une chance qu'il monte. Donc, on va continuer. Donc là, on va aller ici. Là, on trouve 3, qui est le plus grand nombre présentement. Là, il ne faut pas oublier, si alpha devient plus grand ou égal au bêta supérieur, on arrête. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, on cherche à minimiser le résultat. Donc, on ne va jamais prendre un nombre qui est plus petit que 10. Donc, on continue. Ici, 1. 1, c'est plus petit que 3, fait qu'on n'y touche pas. Puis ici, on a 11. 11, c'est plus grand. Là, ça donne qu'on n'a plus de nœud, mais disons qu'on avait un autre nœud à vérifier, ben on ne continuerait pas parce que là, le alpha est rendu plus grand que le bêta d'avant. Donc, on arrête notre recherche ici. On monte, on s'en va là. On va mettre le 12, qui est le premier nœud. Mais le 12 est plus grand ou égal à 10. Donc, et puisque 10, le but c'est de minimiser, et que 12, le but c'est de maximiser, le 12 ne va jamais monter au 10. Donc, ça ne sert à rien de regarder les prochaines branches. Alpha, qui était 12, est rendu plus grand ou égal à 10. Donc là, on a 10 ici. Est-ce que 10 est plus grand que 7? Oui. Donc, on va le supprimer 7. Puis, on va venir insérer le 10 à la place. Là, maintenant, on va aller vérifier encore les autres niveaux. Ici, on va prendre le maximum qui est 9. Donc, on a regardé toutes les branches. Puis, on va venir mettre le 9 ici. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, on va toujours prendre un minimum. On ne va jamais prendre un nombre qui est plus grand que 9. C'est impossible. Donc, le nombre ici va toujours être plus petit ou égal à 9. En haut, on avait que le nombre, on veut prendre un maximum. Donc, le nombre va toujours être plus grand ou égal à 10. Sûrement que là, vous me voyez venir avec ça.
le bêta est rendu plus petit ou égal au alpha du niveau supérieur. Donc, ça ne nous sert à rien de continuer la recherche. On a déjà trouvé, on ne va jamais avoir un nombre plus grand, et ce nombre-là est plus petit que le niveau d'avant. Donc, on n'a même pas besoin de regarder ces branches-là. Donc là, j'espère que vous voyez à quel point alpha-beta permet de réduire beaucoup de branchages. Là, on a vu un exemple avec 4 layers. Mais imaginez qu'on a 6, 7, 8 layers, puis qu'on est capable d'enlever des branches au complètes comme ici. Ça enlève beaucoup de calculs, puis ça nous permet de se rendre plus profond dans le calcul du min-max. Donc, voilà pour min-max. Je vais juste regarder, m'assurer que tout est good, que je n'ai pas fait d'erreur. Puis, non. C'est good. Parfait. Donc, voilà pour le laboratoire. Donc, merci d'être venu. Puis, je vous dis à la prochaine.